Il ne s'agissait pas de matériaux placés avec précision et guidés par un plan directeur d'ingénierie. C'étaient des restes de table. Des obus ont arraché des pots à vapeur et sont sortis des usines de traitement chargées sur des barges et jetés par-dessus bord dans les eaux du Golfe au large des côtes de Floride entre 2007 et 2024. Personne n'avait prévu quelque chose qui vaille la peine d'être écrit. Les critiques environnementaux l'ont qualifié de déversement dans l'océan avec une étiquette de conservation apposée dessus. Les pêcheurs commerciaux qui exploitaient ces eaux depuis des générations ont prévenu que cela achèverait le peu qui restait du fond côtier endommagé de la Floride. Même les scientifiques qui ont conçu le programme s'attendaient à un échec coûteux, mais quelque chose a commencé à se produire sur le fond marin du Golfe qui a défié toutes les prédictions, toutes les chronologies et toutes les hypothèses sur la vitesse à laquelle la nature se rétablit. Une étendue de fond marin mort a commencé à se réveiller. Pas progressivement, pas après des années de surveillance attentive. Plus rapide, plus dense et plus complexe structurellement que n'importe quel modèle l'avait suggéré. Ce qui a pris forme là-bas n'était pas simplement un récif. C'était un système vivant et il continue de se développer aujourd'hui. Voici exactement comment cela s'est produit et pourquoi cela va changer à jamais votre façon de voir l'océan. L'expérience, personne n'y croyait. Entre 2007 et 2024, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a mené l'une des expériences côtières les plus contestées de l'histoire de l'État. Le principe semble presque trop simple pour être pris au sérieux. Collecter les coquilles d'huîtres jetées dans les restaurants et les installations de transformation de fruits de mer disséminés à travers la Floride. Transportez-les jusqu'à la côte, chargez-les sur des barges, jetez-les dans le golfe du Mexique près de Cedar Key. Plus de 500 000 tonnes, la réaction a été instantanée et était venue de plusieurs directions. Les organisations environnementales l'ont qualifiée d'opération d'élimination habillée en langage de conservation. Ils ont fait valoir que ces coquilles étoufferait toutes les communautés biologiques fragiles qui s'accrochaient encore à la vie sur le fond marin mou et sablonneux. Les pêcheurs côtiers qui avaient passé leur vie à étudier ces eaux, les familles qui comprenaient chaque courant et chaque saison craignaient la perturbation des sédiments, l'effondrement des habitats des poissons et les dommages permanents aux zones de pêche dont dépendaient leurs moyens de subsistance. L'opposition n'était pas marginale. Il était organisé, crédible et animé par une véritable préoccupation écologique de la part de personnes qui connaissaient intimement ces eaux, et pourtant la commission a progressé. Leur logique était brutale. Ces obus allaient de toute façon finir dans les décharges. S'il y avait une chance significative qu'ils puissent servir de substrat à un système récifal endommagé, le coût politique de l'expérience en valait la peine. Voici la partie que la plupart des comptes oublient. Personne, ni les architectes du programme, ni les biologistes marins qui ont examiné la proposition, ni les gestionnaires des pêches qui l'ont approuvée, ne s'attendaient réellement à ce que les choses évoluent aussi rapidement. Lorsque les premières équipes de surveillance sont revenues sur les sites de dépôt 18 mois après les premiers largages d'obus, elles se préparaient à recevoir des données confirmant ce que les sceptiques disaient depuis le début. Ce qu'ils ont découvert a plutôt arrêté le Dr Kremski, spécialiste de l'habitat des coquillages, à la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission au milieu d'une phrase lors d'un compte rendu d'équipe. La vie colonisait les amas de coquillages, pas 2 ans, pas 3 ans, ce qui est le délai minimum standard pour toute réponse biologique détectable d'un projet de récif artificiel en mois. Des groupes d'organismes marins se formaient suivant à des rythmes qui n'avaient d'équivalent nulle part dans la littérature scientifique existante. Les coquilles ne se comportaient pas comme des débris passifs sur le fond marin. Ils fonctionnaient comme des déclencheurs biologiques déclenchant des processus que l'environnement ne disposait d'aucun mécanisme pour déclencher par lui-même et personne ne pouvait pleinement expliquer pourquoi cela se produisait si rapidement. Pour trouver cette réponse, il fallait regarder quelque chose de si petit qu'il était pratiquement invisible à l'œil nu. Ce qui s'y déroulait était plus étrange que quiconque ne l'aurait imaginé. La phase invisible, la microvie qui a reconstruit un écosystème. Les premiers colonisateurs n'étaient pas des poissons. Ce n'étaient pas des huîtres. Ce n'était rien que l'on puisse voir depuis un navire de recherche. C'étaient des bactéries. Quelques jours après que les coquilles se soient déposées sur le fond marin, des communautés bactériennes microscopiques ont commencé à se déplacer sur les surfaces de carbonate de calcium, formant de minces biofilms, des tapis structurés et vivants qui transforment une coquille inerte en micro-habitat fonctionnel.
Il ne s'agissait pas de dispersion aléatoire de micro-organismes, il s'agissait d'infrastructures biologiques organisées jetant les bases sur lesquelles tout le reste finirait par s'appuyer, et les obus eux-mêmes faisaient quelque chose que personne n'avait vraiment prévu. Les coquilles d'huîtres sont principalement composées d'aragonite, une forme cristalline de carbonate de calcium qui se dissout lentement lorsqu'elle est immergée dans l'eau de mer. Lorsque ces coquilles ont commencé à libérer des ions calcium dans l'eau environnante, elles ont généré de minuscules zones alcalines localisées des environnements chimiques microscopiques intégrés dans la chimie plus large du Golfe. Ces changements dans la chimie locale étaient précisément ce dont les organismes calcifiants avaient besoin pour s'attacher et commencer à se développer. Balane, vers tubicole, huître juvénile, organisme qui nécessite une poignée de main chimique très spécifique avant de s'engager sur une surface. Les obus fabriquaient cette poignée de main. Ils ne fournissaient pas seulement une structure physique. Ils créaient les conditions de leur propre colonisation. Quelques semaines plus tard, des diatomées et des microalgues se sont installés dans ces biofilms établis, constituant ainsi la couche de base d'un réseau trophique rudimentaire. Des crustacés microscopiques et des larves de mollusques ont suivi broutant les algues. Ces brouteurs ont attiré les premiers poissons juvéniles. Chaque étape biologique alimente directement la suivante, un cycle auto-renforcé qui se construit de manière invisible à partir de restes de fruits de mer jetés sur le fond sombre du Golfe. Voici pourquoi cela est important à un niveau fondamental. Les fonds marins sableux ne peuvent pas faire cela. Le sable n'offre aucune surface de fixation pour la formation de biofilms, aucune microzone chimique, aucune complexité structurelle d'aucune sorte. Le fond mou du golfe de Floride était biologiquement coincé dans une sorte d'impasse écologique. Les obus ont entièrement contourné cette impasse. À la fin des 6 premiers mois, les surfaces des coquilles étaient recouvertes de biofilms et de microalgues. Pour quiconque regardait d'en haut ou même plongeait sur les sites, cela ressemblait à un échec, un tas de vieux coquillages posés sur un fond marin plat devenant lentement gris. Mais les échantillons d'eau et les carottes de sédiments du docteur Krimsky racontaient une histoire complètement différente. En moins de temps que la plupart des projets de récifs artificiels traditionnels ne montrent une réponse biologique mesurable, les dépôts de coquillages ont établi un écosystème microscopique fonctionnel complet. La phase invisible était l'échafaudage caché. Sans les bactéries, sans la chimie de l'aragonite, sans le biofilm qui nourrit la première vague de brouteurs, il n'y a pas de récif. Il n'y a que du calcium sur le sable. L'échafaudage était déjà en place et ce qui a suivi a amené les scientifiques à remettre en question tout ce qu'ils pensaient comprendre sur la formation des récifs. Le retour des constructeurs de récifs. Les huîtres ont besoin de surfaces dures pour survivre. Cette unique contrainte biologique étranglait discrètement la côte du golfe de Floride depuis des décennies et la plupart des gens ne savaient jamais que cela se produisait. Les larves d'huîtres, appelées naissins, dérivent à travers le courant à la recherche de substrats. Dans un système récifal sain, ce substrat est constitué de la masse de coquilles accumulée des générations précédentes. Des siècles d'huîtres mortes se sont superposés sur une plateforme dense et complexe qui filtre l'eau, amortit l'érosion et abrite environ 300 espèces distinctes. Mais les systèmes récifaux naturels de Floride ont été vidés. La surexploitation, la pollution, le développement côtier et le ruissellement qui en a résulté ont progressivement démantelé un réseau de récifs qui couvrait autrefois des centaines de kilomètres carrés de fond de golfe. Au début des années 2000, les naissins dérivaient en eau libre sans pratiquement aucun endroit où se poser. Pas de substrat, pas de peuplement, pas de nouvelles huîtres. Le cycle de reproduction était rompu. Le golfe ne disposait d'aucun mécanisme interne pour se réparer. Les obus déversés ont résolu ce goulot d'étranglement presque immédiatement. Chaque monticule d'obus était une zone d'atterrissage concentrée, positionnée parfois à dessein, parfois par la logique des courants du golfe, exactement là où les naissins dérivants se déplaceraient. Au cours de la première année, le docteur Bill Pine, chercheur marin au laboratoire marin de l'Université de Floride, a documenté des huîtres juvéniles attachées aux coquilles déposées en nombre dépassant largement les projections du programme. Les larves retrouvaient la surface. Ils s'installaient, ils commençaient à grandir. Dès la deuxième année, ces juvéniles étaient devenus des adultes reproducteurs. Ils généraient leurs propres larves. Cette deuxième génération s'est installée sur la structure récifale existante et l'a encore étendue. Les mains humaines y avaient créé les conditions initiales. La nature avait complètement pris le dessus sur le reste. Voici ce que montrent les données au cours de la troisième année.
Les relevés de suivi ont enregistré une moyenne de 847 huîtres par mètre cube de coquilles déposées. Les zones de fond mou à proximité sans substrat supportaient pratiquement zéro. Les récifs n'étaient plus confinés à l'empreinte originale des largages d'obus. Les huîtres mouraient naturellement, apportant leurs propres coquilles à la structure, fournissant ainsi un substrat pour la prochaine vague de colonisation. Croissance verticale, expansion horizontale. Le récif se construisait tout seul, et puis est arrivé le moment qui a changé toute la conversation publique autour du programme. Le capitaine Mike Lenz avait été dès le début l'une des voix les plus fortes et les plus persistantes s'opposant à l'effort de dépôt d'obus. Il avait témoigné contre cela devant les organes de l'État. Il avait publiquement averti que cela détruirait les zones de pêche sur lesquelles sa famille travaillait depuis 3 générations. En 2013, debout, au bastingage de son bateau au-dessus de l'un des sites récifaux établis, Lenz a observé un épais banc de sébaste retenu dans le courant autour d'un monticule de coquillages. Il a dit quelque chose qu'il n'avait pas prévu de dire. J'ai eu tort. Je n'ai jamais vu des poissons s'empiler ainsi depuis 25 ans sur cette eau. Bien. Ce revirement n'est pas dû au simple changement d'avis d'un homme. C'est à ce moment-là que les découvertes scientifiques et l'expérience vécue par les personnes qui avaient pêché dans ces eaux toute leur vie se sont finalement alignées. Et les poissons n'étaient que le début de ce que ces récifs étaient sur le point de faire. Quand le poisson est arrivé, tout a changé. Les poissons de récif n'attendant pas les annonces officielles. La complexité structurelle instantanée apparaît sur un fond marin sans relief. Il le localise 2 ans après l'établissement des récifs de Cedarkey. Les relevés de poissons ont donné des chiffres qui ont incité l'équipe du Dr Pine à revenir en arrière et à vérifier leur méthodologie à partir de zéro. La biomasse autour des sites récifaux a augmenté de plus de 340% par rapport aux zones témoins de taille similaire. La diversité des espèces a augmenté de 280%. Voici le détail qui distingue cela d'un effet d'agrégation typique. Il ne s'agissait pas de poissons venus d'ailleurs dans le golfe attirés vers un nouveau point de repère. Le principal moteur de cette augmentation était les poissons juvéniles, c'est-à-dire les animaux nés dans ces eaux et qui y survivent jusqu'à leur maturité. Les récifs ne concentraient pas une population existante, ils produisaient une vie qui n'existait pas auparavant dans ces eaux. Le sébaste est arrivé le premier, travaillant la structure complexe de sa coquille pour se nourrir et se protéger des prédateurs. Sheepshead a suivi prospérant grâce aux communautés d'invertébrés qui s'étaient implantées sur toutes les surfaces dures. Le flet travaillait les bords du récif. Snook est apparu en nombre qui n'avait pas été documenté dans ces eaux depuis des années. Et Mike Lenz n'était pas le seul capitaine à avoir inversé sa trajectoire. Les opérateurs d'affrètement de la région de Cedarkey ont commencé à demander officiellement de nouveaux sites de récifs à proximité de leurs zones de pêche les plus utilisées auprès de la même commission qu'ils avaient combattu devant les tribunaux 6 ans plus tôt. Les hôtels, les magasins d'appât et les restaurants au bord de l'eau ont tous signalé une augmentation mesurable de leurs revenus directement liés à l'activité maritime autour des sites récifaux. La cascade écologique a continué à remonter la chaîne alimentaire. Les poulpes ont établi des territoires dans les failles et les surplombes complexes du récif. Les tortues marines sont revenues et ont commencé à se nourrir des communautés d'invertébrés recouvrant les carapaces. Des dauphins ont été observés en train de chasser systématiquement au bord des récifs, exploitant les concentrations denses de poissons dans des passes coordonnées. Chaque nouvel arrivant renforçait la structure trophique en dessous. Le système devenait de plus en plus complexe, plus stable et plus résilient biologiquement au fil des saisons, ce qui a rendu cela significatif sur le plan écologique plutôt que simplement impressionnant sur le plan visuel. C'est une distinction que l'équipe du Dr Pine a travaillé soigneusement pour établir dans le document publié. Les récifs artificiels constitués de structures en béton ou de navires coulés sont historiquement efficaces pour concentrer les poissons qui occupent déjà une zone, redistribuant ainsi une population existante autour d'un nouveau repère géographique. Cela peut produire des chiffres d'enquête spectaculaires sans représenter une réelle augmentation de la vie marine. Vous déplacez les poissons, vous ne les créez pas. Les récifs de Cedarkey faisaient quelque chose de différent.
Le dénombrement des poissons juvéniles était le principal moteur de l'augmentation de la biomasse. Les récifs généraient des poissons, créant des conditions de survie qui n'existaient pas auparavant dans cet écosystème. Cette distinction a été extrêmement importante dans la manière dont les gestionnaires des pêcheries de Floride envisageaient d'étendre le programme. Mais les poissons ne représentaient qu'une partie de ce qui se passait. Quelque chose d'autre changeait dans l'eau elle-même, quelque chose qu'aucun modèle n'avait prédit. Quelque chose dont les conséquences vont bien au-delà de l'empreinte du récif. Les machines d'1 milliard de gallons qui ont permis de fabriquer une seule huître adulte filtrent entre 30 et 50 gallons d'eau de mer chaque jour. Appliquer ce nombre à des centaines de milliers d'huîtres qui prospèrent sur les sites récifaux restaurés. Des systèmes récifaux entiers traitaient quotidiennement des milliards de gallons d'eau du Golfe, éliminant les particules en suspension, les excès de nutriments, les bactéries nocives et le ruissellement agricole. Aucune machinerie, aucune infrastructure électrique, aucun budget de maintenance. Nature avait construit une opération de traitement de l'eau à l'échelle industrielle à partir des déchets des restaurants. La côte du Golfe est confrontée à un problème chronique de pollution par les nutriments qui définit son état de dégradation depuis des décennies. L'azote et le phosphore provenant des opérations agricoles et du développement urbain se déversent continuellement dans les eaux côtières, alimentant la prolifération d'algues nocives qui obscurcissent la colonne d'eau à étouffent la vie marine et déclenchent périodiquement la mort massive de poissons. Les récifs ostréicoles s'attaquent à ce problème à sa racine biologique. La clarté de l'eau autour des sites récifaux a commencé à s'améliorer de manière mesurable en quelques années. Les niveaux d'oxygène dissous ont augmenté, les concentrations de nutriments ont chuté. Les améliorations ne restaient pas locales, ils s'étendaient vers l'extérieur dans un rayon de plus en plus large autour de chaque site. Une eau plus claire signifie plus de lumière solaire qui atteint les profondeurs. Les herbiers marins, habitat essentiel des juvéniles de poissons, de lamantins et de tortues de mer, ont besoin de cette lumière pour survivre. Au fur et à mesure que les récifs ont dégagé l'eau, les herbiers marins se sont propagés dans des zones trop troubles pour les supporter pendant des années. Puis, une deuxième boucle de rétroaction s'est enclenchée. Les herbiers marins ont stabilisé les sédiments, réduit davantage la turbidité et permis une croissance accrue des herbiers marins. Deux cycles d'auto-renforcement rayonnants d'amélioration bien au-delà de tout ce que les obus avaient directement touché. Les chercheurs ont estimé que les services de filtration générés entre 2007 et 2024 valaient des dizaines de millions de dollars en valeur écologique. La nature le livrait gratuitement. Les résultats ne sont pas restés en Floride. L'Alabama a lancé son propre programme de recyclage de coquilles en 2015. Le Mississippi a suivi. La Louisiane a lancé des initiatives de construction de récifs à grande échelle. Le projet Billion Oyster dans le port de New York a adopté le modèle dans l'une des voies navigables urbaines les plus dégradées d'Amérique du Nord. La conception environnementale circulaire transformant les déchets en infrastructures écologiques fonctionnelles remodelait l'ingénierie de la conservation à l'échelle mondiale. Des ingénieurs côtiers du Canada, d'Australie et d'Europe ont commencé à étudier les résultats de Cedarkey. Mais il y avait un test à venir que personne n'avait conçu. Celui qui arriverait sans prévenir. Septembre 2017, ouragan Irma catégorie 4. Vitesse du vent supérieure à 150 000 par heure. Ondes de tempête catastrophiques, des vagues suffisamment fortes pour détruire les plages et remodeler les rivages en quelques heures. Lorsque les évaluateurs des dégâts se sont déplacés dans la zone après le passage d'Irma, ils ont découvert quelque chose qui a interrompu la conversation. Les rivages adossés aux récifs restaurés ont subi une érosion considérablement moindre, réduite de 30 à 40% par rapport aux plages de sable fin adjacentes. Leur structure tridimensionnelle dense, irrégulière, absorbait et dissipait l'énergie des vagues avant qu'elles n'atteignent le rivage avec toute sa force. Juste des frictions. Élan brisé, terrain protégé, les ingénieurs ont estimé que les récifs ont permis d'éviter environ 3 millions de dollars de dommages aux propriétés côtières pendant la seule période d'Irma. Le coût total de l'ensemble du programme sur 15 ans s'est élevé à environ 5 millions de dollars. Les récifs avaient presque été amortis en une seule tempête. Les digues se fissurent par amas. Les enrochements se déplacent. L'acier se corrode. Le béton finit par échouer. Les récifs d'huîtres se réparent d'eux-mêmes. Les dégâts causés par la tempête déclenchent une nouvelle colonie larvaire. Chaque génération ajoute de la hauteur et de la complexité structurelle. La barrière devenait plus forte après chaque tempête, pas plus faible.
Le blindage traditionnel des rives coûte des centaines de milliers, voire des millions de dollars par mile. Le programme Sedarki a obtenu une protection comparable pour une fraction de ce coût et s'est amélioré chaque année sans investissement supplémentaire. Et la partie la plus extraordinaire était encore en train de se dérouler. Au début des années 2020, les récifs s'étaient étendus considérablement au-delà de leur empreinte initiale, tout seul sans aucune intervention humaine. La superficie totale des sites les plus anciens avait à peu près doublé en raison du cycle de reproduction des huîtres. Chaque génération s'est installée, a mûri, est morte et a fourni des coquilles pour la prochaine vague larvaire. Accumulation verticale. Diffusion horizontale, le récif organise sa propre croissance selon un calendrier qu'aucun planificateur humain n'avait fixé. Les premiers dépôts étaient des monticules irréguliers de carbonate de calcium meuble. Les récifs vivants qui ont émergé étaient architecturalement élaborés. Profils verticaux, passages abrités, surplombs des dizaines de micro-habitats distincts, crabes-poulpes, des étoiles de mer et juvéniles. Exploiter simultanément différentes caractéristiques structurelles au sein d'une seule section de récif. Ne pas partager de substrat, habiter un écosystème. Les récifs denses d'huîtres séquestrent également le carbone organique dans leurs coquilles et les sédiments environnants, piégeant les gaz à effet de serre qui autrement contribueraient à l'acidification des océans et au réchauffement atmosphérique. L'argument écologique s'est transformé en argument climatique presque par accident. Les paramètres de biodiversité sur les sites clés de cèdres les plus matures se rapprochaient des niveaux enregistrés dans les systèmes de récifs calcaires naturels vierges. Les tortues marines, une espèce sans voie de disparition, étaient de retour. Les dauphins chassaient systématiquement les bords des récifs. Le golfe se reconstruisait autour des huîtres. Et les huîtres se reconstruisaient autour du golfe. Chaque huître qui a vécu et est morte a contribué au substrat de la génération suivante. Chaque génération a élargi l'empreinte, filtré plus d'eau, plus de rivages protégés, prise en charge de plus d'espèces. L'intervention était terminée, ce n'était pas le cas de l'écosystème. Les données prévoyaient une continuation pendant des décennies, potentiellement des siècles. Un demi-million de tonnes de coquilles, d'huîtres écartées, radiées, jetées dans le gouffre sans être sûr qu'une seule chose utile suivrait. Les bactéries les ont colonisées en quelques jours. La chimie de l'aragonite a remodelé l'eau, le biofilm a nourri les premiers brouteurs, les huîtres juvéniles ont retrouvé la surface et se sont installées. Génération après génération, la structure s'est encore étendue sans qu'on le lui demande. Le poisson est arrivé, puis les tortues. Puis les dauphins travaillèrent les bords en passe coordonnée. La clarté de l'eau s'est améliorée, les herbiers marins se sont étendus à nouveau dans des zones qu'ils n'avaient pas occupées depuis des années. Une catégorie 4, l'ouragan a testé les récifs et les récifs ont tenu, puis il est devenu plus fort à cause des dégâts. L'intervention s'est terminée, l'écosystème a continué à se développer. Toutes les côtes dégradées du monde devraient-elles mener cette expérience, ou bien le gouffre est-il sur le point de révéler des limites que personne n'a encore trouvées? Cliquez sur abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo sur votre écran. Parce que la prochaine étape de la restauration des huîtres est encore plus extraordinaire que ce que vous venez de voir.